Bonsoir Marie Toussaint. Bonsoir Madame Coudray. Merci d'être la première invitée. Vous portez la liste des écologistes. Avant de vous entendre, petit résumé de l'européenne que vous êtes avec Lucas Ajdela. Marie Toussaint, nous vous avons demandé de nous envoyer une photo qui symbolise votre engagement européen. Vous voici donc avec une pancarte réclamant la reconnaissance de l'écocide. C'est votre grande victoire. Sous votre impulsion, le Parlement européen a voté la création de ce crime contre la planète. Pour vous, juriste militante, l'écologie passe d'abord par le droit. Vous souhaitez l'adoption d'un nouveau traité qui placerait l'environnement au-dessus de tous les autres textes européens. Il faut comprendre que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Nous avons passé au crible toutes vos prises de parole ces 4 derniers mois avec notre partenaire Data Politics et leur logiciel d'intelligence artificielle. Sans surprise, lorsque vous parlez d'Europe, vous l'associez le plus souvent à l'écologie. Suivent ensuite la justice et la paix. Difficile de vous reprocher un manque de cohérence, ce sont les 3 mots sur votre affiche. Pourtant, l'un de vos votes au Parlement nous a surpris. Il y a 3 ans, vous vous êtes prononcé contre la loi européenne sur le climat et son nouvel objectif. 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, contre 40% auparavant. Pas assez ambitieux, aviez-vous estimé. Est-ce à dire, Marie Toussaint, que votre écologie ne rime jamais avec compromis? Marie Toussaint, face à l'urgence climatique, l'heure n'est plus au compromis. Les bonnes volontés, ça ne suffit plus. Il faut passer à une phase de contraintes et de sanctions juridiques. Alors, l'heure n'est plus au compromis, c'est vrai, l'heure n'est surtout plus aux grands discours qui ne sont pas suivis d'actes. Là, on a un texte qui était effectivement pas assez ambitieux. Je veux dire les chiffres quand même. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, l'Union européenne est censée réduire ses émissions de 70% d'ici 2030. Donc 55, on en est loin. Et puis surtout, l'Union européenne n'a mis sur la table ni plan de financement pour financer notamment les investissements, la transformation de l'industrie, de l'agriculture ou des transports, ni accompagnement social pour les populations. Donc la contrainte, oui, moi je veux qu'on la mette là où ça pollue, c'est-à-dire sur les entreprises qui ne jouent pas le jeu, il y en a qui le jouent, mais sur celles qui continuent à tirer de l'argent en détruisant la planète, ça, il faut que ça s'arrête. Si je vous pose la question des contraintes, c'est que ces dernières semaines, la crise agricole a montré combien la transition écologique a marche forcée et il va falloir aller vite et mal vécu, terriblement mal vécu, avec de la colère, avec de la souffrance. Comment on fait ? Moi, je comprends qu'elle soit mal vécue. Je viens de le dire, on a des gens en bas qui subissent les normes et puis des gens en haut qui ne les suivent pas et qui s'en affranchissent. Je peux vous donner un exemple dans l'agroalimentaire. Nestlé. Quand Nestlé met du sucre dans le lait, du plastique dans le sol ou du désinfectant dans l'eau, eh bien, il ne se passe rien, voire même le gouvernement couvre ces agissements-là. Donc, en fait, le problème, c'est pas tant les normes que, 1, le fait que certains s'en affranchissent et que c'est absolument insupportable, et 2, le fait qu'on n'ait pas mis en place l'accompagnement social absolument indispensable. Moi, je propose notamment de faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union européenne. On a des inégalités qui explosent, un taux de précarité qui explose, c'est aussi insupportable, donc il faut se battre sur tous les fronts. Sur justement cette transition écologique qui coûte très cher, on a vu le prix des voitures électriques par exemple, vous proposez une TVA verte, expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, le principe c'est qu'aujourd'hui, vous savez, je vais vous donner un exemple concret pour qu'on puisse bien expliquer ça. Aujourd'hui, vous avez les couches à prix moyen, environ 50 € par mois. Bon, il faut payer beaucoup plus cher si vous voulez une couche faite en Europe et sans perturbateurs endocriniens. Moi, j'aimerais qu'on arrête de mettre des produits toxiques sur les fesses de nos bébés. Et donc, cette TVA verte, elle permettrait de baisser le prix de ce qui est fait en Europe, baisser le prix sur ce qui est bon pour la planète. Ça soutiendrait nos entreprises, ça permettrait de créer de l'emploi et puis tout le monde y gagnerait. Le pouvoir d'achat, la planète, l'emploi, gagnant, gagnant, gagnant. Alors, on va parler de vos ambitions. Vous affichez cet objectif, être à la neutralité carbone en 2040, c'est dans 15 ans, c'est demain. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, l'étape est haute, c'est vrai, on a beaucoup de chemin à faire, mais il faut y aller. Alors, j'ai une proposition pour ce faire, qui est tout simplement de reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, on a des entreprises européennes, Total, Repsol, Eni, plusieurs entreprises européennes qui continuent à investir dans le pétrole et dans le gaz plutôt que de mettre tous leurs bénéfices et leurs investissements dans les énergies renouvelables. Eh bien, je propose un fonds de souveraineté européen qui serait porté par la Banque européenne d'investissement, qui permettrait à l'Union européenne de devenir actionnaire majoritaire dans ces entreprises et donc de décider où iraient ces investissements. Ça coûterait 100 milliards d'euros une fois, alors qu'aujourd'hui, l'Union européenne donne 100 milliards par an à ces entreprises des énergies fossiles pour continuer le pétrole
et le gaz. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ces multinationales, elles peuvent se laisser faire? Est-ce que c'est réaliste d'acheter 51% des actions d'une entreprise comme Total? Je comprends que ça vous étonne, mais vous savez, on a des secteurs stratégiques aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de nationaliser complètement EDF. On a des parts dans d'autres entreprises, donc ça se fait déjà. D'ailleurs, l'Union européenne le fait déjà aussi, à travers la Banque européenne d'investissement. Elle est déjà actionnaire. Mais vous savez, la question, c'est plus, est-ce que c'est réaliste de laisser ces multinationales continuer à tirer de l'argent de l'exploitation de la planète? Moi, je crois que c'est irréaliste, et on l'a vu pendant tout votre JT, pour lequel je vous remercie d'ailleurs, Madame Coudray, que les effets du dérèglement climatique sont là. Le dérèglement climatique, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est effectivement l'érosion qui vient manger les bâtiments. Ce sont les paysans qui perdent leur récolte à cause du gel qui vient après un redout. C'est des gens qui perdent leur maison. On a vu dans le Pas-de-Calais avec les inondations. Donc ce qui est irréaliste, c'est de laisser faire. Moi, je veux que l'Union européenne reprenne son destin en main et se mettre en capacité de protéger vraiment la planète avec les énergies renouvelables. Vous savez, c'est aussi de l'emploi. Pour la question de l'énergie, vous êtes pour le 100% renouvelable. On est en France, 70% de notre électricité est produite par le nucléaire, qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Pourquoi, vous, écologistes, vous êtes contre le nucléaire depuis toujours? Mais écoutez, le nucléaire, il est là. Il est là. Et c'est un atout pour beaucoup, pour la France. Non, mais je peux comprendre ça, mais on se souvient de Fukushima, de Tchernobyl, on ne sait toujours pas quoi faire de nos déchets, donc personne ne conteste qu'il y a un risque. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que nous pouvons sortir des énergies fossiles d'ici 2040, comme nous le demandent les scientifiques pour respecter l'accord de Paris. Eh bien, pour sortir des énergies fossiles en 2040, on n'a pas le temps d'attendre de nouvelles exploitations nucléaires. En fait, la seule manière dont on peut tenir cet objectif de sortir des énergies fossiles, c'est à travers le déploiement des renouvelables. C'est pour ça que je propose ce fonds souverain et puis qu'on y aille plus vite, plus fort. Vous savez, Emmanuel Macron, il couvre pas seulement les agissements de Nestlé, mais il fait aussi en sorte que la France n'avance pas sur les renouvelables. Nous sommes le mauvais élève, le mouton noir de l'Europe en la matière, et rien n'est prévu pour nous permettre d'accélérer sur cet enjeu qui est pourtant un enjeu central. Sur tous les sujets, vous voulez plus d'Europe, et notamment en matière de défense militaire. Vous prônez, vous, une armée européenne. Beaucoup de partis veulent garder cette compétence nationale à l'échelle des pays. Pourquoi cette ambition ? Mais écoutez, on a une Europe qui est sous la menace de l'attaque de Vladimir Poutine. On a des grandes puissances qui émergent, la Chine, l'Inde. Et demain, on ne sait pas, avec les États-Unis de Donald Trump, si nous aurons encore les États-Unis comme alliés ou non. Donc il est temps que l'Europe grandisse. Vous savez, une armée européenne, ça ne veut pas dire se passer des armées nationales, elles seront toujours là. Mais ça veut dire qu'on crée un corps armé de 5000 Européennes et Européens qui sera en capacité de nous défendre communément. On a entendu dans votre reportage ces Estoniens qui disaient mais il faut que nous apprenions à nous défendre seuls. Moi, je veux une Europe de la diplomatie, une Europe de la défense et donc une Europe qui se dote effectivement d'une armée commune. Dernière question, les européennes, c'est généralement votre élection. Vous, écologistes, la dernière fois, Yannick Jadot avait fait 13,5%. Les instituts de sondage vous créditent de la moitié seulement. Comment expliquez-vous qu'alors que la prise de conscience est plus importante, vous êtes plus bas dans les sondages ? Alors, je veux d'abord dire que Yannick Jadot s'est sondé à peu près au même niveau que moi, au même moment que moi de la campagne. Donc, je sais que j'ai la responsabilité, et peut-être que grâce à ce soir, j'y arriverai, de doubler le score en toute fin de campagne. Mais je veux dire aussi qu'aujourd'hui, toutes les politiques de protection du climat, de la nature, de la biodiversité, de la santé sont sous le coup d'une propagande anti-nature. L'écologie serait la cause de tous les maux et tous les problèmes. Et je le vois chaque jour au Parlement européen, les droites, mais parfois avec la participation des socialistes, détruisent toutes les législations que nous avons patiemment construites pour protéger le climat, la nature ou la santé. Et donc aujourd'hui, on a des attaques sur toutes les politiques environnementales et derrière sur les écologistes qui font que c'est peut-être plus dur pour nous aujourd'hui, mais c'est pour ça, et je veux finir là-dessus, c'est pour ça que le 9 juin, c'est absolument important que toutes celles et tous ceux qui pensent que la protection de la nature est un horizon indépassable, qu'on a besoin d'avancer, de se libérer des énergies fossiles, du plastique, de ces produits toxiques qui sont partout, eh bien le 9 juin, on compte sur vous, on a besoin de mettre un bulletin vert dans l'urne pour les élections européennes. Merci beaucoup Marie Toussaint d'avoir été notre invitée ce soir. Voilà, c'est la fin de ce